Eh bien, bonjour à tous, Nicolas Brier ici, toujours dans le Haut-Bugey. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo et en fait, je suis vraiment très content de partager ça avec vous. Donc là, c'est le 2 septembre, donc c'est vraiment cette énergie de la rentrée. Et justement, ce qui m'a donné envie de faire une vidéo, c'est que pendant mes vacances dans le Doubs, euh, j'ai eu un aha moment, vous savez, ces moments où il y a une espèce d'ampoule au-dessus de votre tête, un déclic, quelque chose qui a connecté en moi. Et ce qui est amusant, c'est que nous étions à Ornans, dans le Doubs, et c'est le village natal du peintre Gustave Courbet. Et du coup, on a visité le musée Courbet, qui est un très beau musée que je vous recommande. Et de manière inattendue, il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que je savais pas du tout, déjà je savais pas que Gustave Courbet avait vécu dans les années 1800, enfin au 19e siècle, et je savais pas du tout qu'il avait été impliqué dans la Commune de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez la Commune de Paris, mais c'est une espèce d'un mouvement insurrectionnel citoyen euh, dans un contexte où je crois que c'était Napoléon III, l'empereur avait été kidnappé par les Prussiens. Enfin, il y a tout un contexte, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais en tout cas, il y a eu des citoyens qui ont saisi de l'opportunité du vide politique pour justement reprendre la mairie de Paris et mettre en place ce qu'on appelle la Commune de Paris. Et ils avaient été vraiment loin dans cette insurrection démocratique. Et malheureusement, le mouvement a été ensuite anéanti par l'armée et les bourgeois et la noblesse qui se sont organisés à Versailles pour reprendre la main. Mais franchement, c'est passé pas loin. Voilà. Et en tout cas, ce qui est marrant, c'est que Gustave Courbet était impliqué très activement. Il avait même, on voit tous les documents officiels. Il était en charge notamment de supprimer la colonne Vendôme. Je ne sais pas pourquoi. Il y a d'avoir toute une symbolique autour de cette colonne. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que je me suis rendu compte à ce moment-là que les mouvements citoyens, les mouvements d'insurrection citoyenne, démocratique, ça me touche vraiment très profondément. Voilà, c'est-à-dire que ça m'anime. Voilà. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est quand même étonnant comment ça se fait que ça me touche autant ces mouvements révolutionnaires. Et en fait, en y réfléchissant, euh, alors je vous ai fait une petite rétrospective, hein, parce qu'il y a plein de mouvements qui m'ont motivé, qui m'ont stimulé. Donc la Commune de Paris, c'est 1870, hein, voilà. Les autres mouvements, le mouvement mai 68 aussi me touche énormément. J'adore regarder des documentaires sur mai 68 parce que ça s'est passé à Paris, mais en 68, il y a eu tout le mouvement des hippies en Californie et dans le monde entier. Il y a vraiment eu, même en Tchécoslovaquie, il y a eu une révolution au même moment. Il y avait quelque chose de planétaire qui se passait dans le changement de culture. Voilà, une ouverture vraiment au spirituel, une ouverture à sortir un peu de la société de consommation, d'être plus dans l'être. Donc c'était une année spéciale. Et puis plus récemment, j'ai suivi de près aussi le printemps arabe en 2010-2011. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, il y a eu plein de pays arabes qui se sont insurgés contre leur dictateur. De mai à juillet 2011, il y a eu le mouvement des Indignados en Espagne, qui était un mouvement que j'ai suivi de près, qui était fantastique aussi. Là, c'est des citoyens qui se sont installés au cœur de Madrid, sur la Plaza del Sol. Ils sont restés, ils ont créé une espèce de mini-ville. Ils sont restés pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même. Et il y avait une organisation incroyable, avec un soutien de la population. Ils avaient accès à l'électricité, à l'eau. C'est pour ça qu'ils ont pu rester si longtemps. Et c'était hyper beau à voir, c'était non violent évidemment, et il y avait des réunions, des AG tous les jours. J'ai adoré. Quelques mois après, il y a eu le mouvement Occupy. Donc 2011, ça a été une année spéciale, hein. Occupy, là c'est né à New York, Occupy Wall Street au départ, et le mouvement Occupy ensuite s'est propagé dans le monde entier. Moi je me rappelle, j'habitais dans le pays de Gex près de Genève. J'avais été à Occupy Geneva, j'avais fait quelques actions là-bas, donc j'avais suivi ça de près. 2011, hein, c'est une grande année.
Et puis, en parallèle, je faisais mis aussi plutôt des mouvements qui étaient plus sur la durée. Le mouvement Territoire en transition, lancé par Rob Hopkins en Angleterre, euh, qui avait pour but justement d'aborder deux problèmes, c'est-à-dire réduire notre dépendance aux énergies fossiles et au pétrole notamment, et puis aborder la question de la crise climatique, donc de réduire le CO2 dans l'atmosphère. Donc à partir de là, comment est-ce qu'on fait pour réduire notre dépendance au pétrole? Et ben ça a lancé tout un mouvement parce il faut apprendre à tout faire par soi-même, et ce mouvement est né en Angleterre, il s'est propagé dans le monde entier aussi, et en France ça a été entre 2008 et 2013, ça a été un hyper enthousiasmant pour moi. Je me rappelle que j'habitais à l'époque au Tiocan, dans un écocentre, ou un tiers-lieu, ou un écolieu, c'est un peu les trois. Et de là-bas, j'avais participé à Genève, encore une fois, et au Tiocan, à ce mouvement, activement. Et j'avais adoré. Et de la même manière, et en France, en parallèle, il y a le mouvement Colibri entre 2010 et 2015, qui a été vraiment actif, et qui m'a aussi beaucoup soutenu. Le mouvement Colibri a été impulsé par Pierre Rabhi en 2006, je crois, et puis c'est les années où Cyril Dion était le directeur, que vraiment j'ai senti qu'il y avait vraiment une super belle énergie. Notamment en 2011 avec Transformons nos territoires, j'étais très impliqué. J'avais organisé un forum citoyen dans le Pays de Gex où j'avais réussi à rassembler une centaine de personnes, des acteurs économiques, politiques, associatifs, et j'avais mis en place enfin pas tout seul, hein, mais on avait mis en place avec les colibris du Pays de Gex, eh bien, tout un processus démocratique pour faire émerger des idées par petits groupes de 10, ensuite faire émerger avec des gommettes, faire des votes, et puis faire ressortir. On a fait ressortir 7 thématiques euh, voilà, de cette journée. Et sur ces 7 thématiques ont été suivies par par le groupe local Colibri du Pays de Gex pendant plusieurs années. Et sur les 7, il y en a plusieurs qui ont abouti, des projets, donc j'étais vraiment très fier. Et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup refaire d'ailleurs, hein, de rassembler 100 personnes et relancer. Peut-être que j'aimerais bien faire ça d'ailleurs là où je suis, dans le Haut-Bugey. Là, je viens d'avoir cette idée là, en live. Donc si tu m'entends, que tu es dans le Haut-Bugey et que tu es intéressé par organiser ce forum citoyen avec moi, eh ben contacte-moi. Un autre mouvement qui m'avait passionné, c'était en 2013, l'appel de Cluny. Là, c'est plein de collectifs français qui se sont rassemblés pour faire le collectif pour une transition citoyenne. À l'époque, je travaillais à la Nef, donc en début 2014, et je me rappelle que j'avais suivi ça de très très près, notamment parce que la Nef était impliquée aussi dans ce collectif. Et il y avait Colibri, il y avait Transition, il y avait plein de gens super. Et j'avais assisté à plusieurs réunions sur Lyon notamment. Et c'était génial. Voilà. Malheureusement, ça, voilà. Et je vous dis tout ça parce que tous ces mouvements se sont un peu essoufflés en fait. Il y en a. Voilà. J'y reviendrai. Je continue ma rétrospective. En 2015-2016, il y a eu le film Demain, que sûrement vous avez vu. Un film de Cyril Dion. Moi à l'époque je travaillais à la Gonette, à la Monnaie locale de Lyon. Ce film nous avait boosté comme pas possible. Après ce film, moi j'organisais les formations Monnaie locale Gonette. J'avais souvent 5-6 personnes qui venaient aux formations. Et là, après ce film Demain, j'avais 30-40 personnes à chaque formation. On était obligé de pousser les murs, on n'avait plus de place, on a dû ramener des chaises. C'était incroyable la dynamique que ça a créée dans toute la France. La puissance des films, hein, ça je confirme à chaque fois. Des bons films comme ça peut élever la conscience et créer de l'action. La même année 2016 encore, c'était une très bonne année aussi. Nuit debout, que vous avez peut-être suivi aussi. Moi j'étais à Lyon, et Nuit debout à Lyon c'était très très puissant à la place Guichard. Et encore une fois, ça a été impulsé par un film de... son nom m'échappe, mais c'était le film Merci Patron, de ce député insoumis. Je suis désolé, son nom me reviendra sûrement. Mais c'était un très chouette film justement sur Bernard Arnault, qui dénonçait en fait c'était des salariés de l'entreprise de Bernard Arnault qui
qui racontait. Et ce film a déclenché, pas tout seul, il y avait aussi les mouvements contre la loi travail en même temps. Enfin, il y a eu tout un concours de circonstances. Ruffin, François Ruffin, voilà. Et puis plus récemment, il y a eu le mouvement des Gilets jaunes en novembre 2018 que j'ai suivi de très près. J'étais en Haute-Savoie à l'époque. J'étais sur un rond-point dès le début pour leur ramener de la soupe avec mes colocs. J'ai adoré ce mouvement. Surtout, j'ai mis le RIC parce que au départ, ça me parlait pas plus que ça, l'histoire de réduire les prix du carburant. Mais par contre, quand j'ai vu ce mouvement évoluer dans le temps, s'auto-organiser, avoir une vraie réflexion de fond, et le mouvement Gilets jaunes s'est focalisé très rapidement sur la question démocratique en fait. Et la notion du RIC, du revenu, non, pardon, du référendum d'initiative citoyenne. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que j'aurais pas dit mieux. Et c'était beau de voir cette intelligence collective où les citoyens se sont dit, il faut qu'on ait un moyen de pouvoir proposer une loi, retirer une loi ou retirer un élu qui fait n'importe quoi. Et ce sera un outil démocratique fantastique. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Mais il y a eu une espèce d'impulsion avec les Gilets jaunes qui était phénoménale. Je me rappelle, vers décembre 2018, je me rappelle que les médias et les acteurs politiques, ils étaient en panique parce qu'ils contrôlaient plus rien, ils ne savaient pas ce qui se passait. Et c'était beau. Après le mouvement Gilets jaunes en 2019, après ça s'est un peu radicalisé, mais pour plein de raisons, mais après c'est devenu, bon, ça a un peu mal fini, mais ça n'empêche que c'était un mouvement important et qui a failli, qui ressemblait beaucoup à la Commune de Paris, voilà, et qui n'a pas été jusqu'au bout, mais on est passé pas très loin, voilà. Et puis il y a eu la pause Covid en 2020, dont vous vous souvenez certainement. Et on parlait du monde d'après, parce que là, c'était quelque chose d'inespéré, de faire une pause comme ça, que on avait l'impression que le monde entier s'était arrêté. Et on disait, mais tiens, quand le monde va reprendre, est-ce qu'on a envie de reprendre comme avant? Ou est-ce qu'on a envie de faire autrement? Et je me rappelle, j'avais fait une vidéo à ce moment-là, parce que pareil, moi j'étais en ébullition en me disant, ouais, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on fasse des forums ouverts, il faut qu'on prépare la suite pour que quand on reprend, on ne reprenne pas comme avant. Voilà. Alors malheureusement, le monde n'a pas été transformé par le Covid, mais je pense qu'il y a quand même eu quelque chose qui s'est passé dans la tête de beaucoup de gens. À mon avis, c'est pas un hasard si justement il y a plein de gens qui démissionnent aux États-Unis, en France, en Angleterre. Enfin, il y a un mouvement, je sais plus comment ils ont appelé ça, mais il y a un phénomène où les gens, en fait, je pense, ont eu le temps de réfléchir à leur vie, à ce qu'ils ont envie de faire, et qu'il y a plein de gens qui se sont dit, mais j'ai plus envie de travailler dans cette entreprise où je m'y retrouve pas du tout, c'est pas aligné avec mes valeurs, et je préfère peut-être vivre plus simplement, avec beaucoup moins de revenus, mais au moins je fais des choses qui me plaisent. Et ben, c'est ce qui m'est arrivé d'ailleurs, parce que moi j'ai quitté Lyon pendant le Covid pour rejoindre ma compagne qui est dans le Haut-Bugey. Et voilà, du coup maintenant je suis en zone rurale depuis le Covid. Donc il y a un monde d'après, pour moi en tout cas. Et je voulais revenir justement, je me suis posé la question sur pourquoi les mouvements révolutionnaires insurrectionnels me passionnent autant. C'est parce que je pense qu'avec tout le travail de réflexion que j'ai fait au niveau du système monétaire, du système financier, du système bancaire, la compréhension que j'ai eue de la puissance des multinationales aujourd'hui, la puissance des banques, les milliardaires, les milliardaires qui détiennent les médias dominants, les principaux médias, les institutions qui sont aussi très statiques et infiltrées, avec toutes les personnes en fait qui vivent bien en ce moment, qui ont des privilèges et qui essaient de les préserver. Les politiques qui sont aussi, on sent que les politiques sont dans la même équipe que les milliardaires et que les multinationales. Donc en fait c'est ça, je pense que ce qui se passe en ce moment, je ne sais pas exactement qui dirige et qui a vraiment le plus de pouvoir, mais en tout cas c'est sûr que on a une situation de crise climatique, enfin on a plein de crises, mais en tout cas le climat c'est celle qui est la plus critique en ce moment. On l'a vu cet été avec les incendies et la chaleur. On a besoin de faire un changement radical rapidement. Voilà. Il faut qu'on change, mais très très vite, complètement de modèle de société. Un changement radical. Voilà. Et
Et on voit bien qu'on n'y arrive pas. On voit bien que les acteurs politiques ils vont pas du tout assez vite ni assez loin. On voit bien que les entreprises, on voit bien que les entreprises, elles savent qu'il faudrait le faire, mais elles le font pas. Vous regardez la plupart des pubs maintenant, on parle de trucs environnementaux, de réduire le carbone, etc. Donc on voit bien qu'ils ont compris que les citoyens et les consommateurs attendaient ça, mais ça se passe pas. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui freine, quelque chose qui bloque. On n'arrive pas à faire ce changement et je pense que si les citoyens se réveillaient et si les citoyens décidaient par eux-mêmes, euh, on arriverait à, à prendre des décisions radicales. Et la preuve en est, c'est que j'ai suivi de très près la Convention citoyenne pour le climat en 2019, et peut-être que certains d'entre vous aussi. C'était un super processus démocratique où justement il y a eu des citoyens tirés au sort, 150 citoyens tirés au sort qui ont été invités pendant 6 mois à prendre des mesures pour la crise climatique. Ils sont sortis avec plein de mesures, je crois 200, des mesures radicales et pertinentes, très intelligentes. Et ben on a vu que toutes les mesures qu'ils ont, et notamment Emmanuel Macron qui s'était engagé à appliquer absolument sans filtre toutes les propositions. Et on voit ce qui s'est passé, c'est que les 200 propositions ont été soumises au Parlement. Et donc Macron, il en a déjà retiré quelques-unes avec ses jokers. Et puis les mesures ont été détricotées de manière méthodique par les députés, et on sent qu'il y a une influence aussi des lobbies qui ont aussi joué de tout leur poids. Et au final, la loi climat qui est ressortie, elle était vraiment pas du tout à la hauteur des enjeux, quoi. Donc on voit que la démocratie, c'est pour moi l'enjeu du moment. Voilà. Comment est-ce qu'on fait pour installer une vraie démocratie dans ce pays et dans le monde, hein, parce que c'est pas que la France, il faut que le monde entier se réveille. Mais voilà, moi je suis en France, donc moi je pense pour la France. Il nous faut trouver quelque chose. Voilà. Il nous faut changer de cap rapidement. Et il faut reprendre les commandes de l'avion. Alors je vous ai fait un petit dessin pour ceux qui sont visuels, hein. C'est comme si nous étions actuellement toute l'humanité dans un avion qui se dirige droit dans un mur. Voilà. Et dans le cockpit, donc ceux qui dirigent actuellement, c'est tout ce que je vous ai dit là, nos acteurs politiques, médiatiques, les milliardaires, les multinationales, etc., qui nous mènent droit au mur. Et il y a les citoyens qui sont passagers de tout ça, qui sont chacun isolés et bon, il y en a qui s'en foutent, mais il y en a qui s'en foutent pas, mais qui savent pas forcément quoi faire ou qui se sentent complètement impuissants. Alors comment, voilà, c'est là, on en est là. Comment on fait pour rentrer dans le cockpit, pour virer toute la clique là? Et à moins qu'ils se réveillent par eux-mêmes, bien sûr, ils sont les bienvenus, mais en tout cas, si jamais ils se dirigent toujours dans le mur, il faut absolument qu'on reprenne le pilotage de cet avion sociétal et qu'on se dirige vers la vie, hein, et pas vers le mur. Et du coup, on a besoin d'apprendre à co-construire, d'apprendre à décider ensemble, d'apprendre à se rassembler déjà. C'est ce que moi je fais depuis plusieurs années et j'explore des outils. Et je vais y venir justement. La grosse prise de conscience que j'ai eue, c'est que justement, j'ai pris conscience que tout ce que je fais depuis 10 ans, depuis 2008, plus de 10 ans même, eh ben, c'est lié à cette insurrection citoyenne, c'est lié à ce changement de cap. Tout ce que je fais, en fait, va dans cette direction. Parce que, alors je vous ai résumé encore une fois pour les personnes visuelles, parce que mes sujets principaux en ce moment, et depuis 10 ans, c'est en un, la création d'Oasis. Alors, je vais vous faire un... Je suis très impliqué dans la création des oasis. Alors qu'est-ce que c'est une oasis ? Les oasis, ce sont des écolieux, des tiers-lieux, des éco-villages. Moi j'étais impliqué dans une oasis entre 2008 et 2013 qui s'appelait l'éco-centre du Tiocan, qui était entre le tiers-lieu et l'écolieu. En fait c'est une bâtisse dans la montagne qu'on a rachetée, rénovée, et on organisait des conférences, des stages, des ateliers, on avait une buvette associative. Il y avait énormément de gens qui sont venus, qui se sont rencontrés là-bas.
qui ont appris des choses parce qu'il y avait plein de formations, des conférences, des cercles de parole. Moi, c'était un laboratoire pour moi. J'ai pu expérimenter énormément de choses au niveau intelligence collective. C'est grâce à ça que je suis devenu facilitateur. Et puis j'ai expérimenté plein de choses au niveau justement des monnaies alternatives, c'est le deuxième sujet. J'ai exploré à fond les monnaies alternatives là-bas et la finance alternative. Alors c'est quoi? C'est les monnaies locales, c'est les monnaies libres, c'est le revenu de base et les banques éthiques, et j'en passe, hein, c'est pas forcément exhaustif, mais ce sont des sujets qui m'animent. J'ai été impliqué dans la monnaie locale de Lyon, comme la Gonette. Là en ce moment je suis très impliqué dans les monnaies libres pour développer les monnaies libres dans le Haut-Bugey et dans l'Ain. Et puis le revenu de base, c'est un rêve pour moi, parce que je pense que quand tout le monde aura un revenu de base, on pourra enfin décider de ce qu'on fait de notre vie librement. Et les banques éthiques, on en a besoin, parce qu'on a besoin de banques. Voilà. Le troisième sujet fondamental, je reviens de ce schéma, le troisième sujet, ce sont les organisations opales. J'étais très impliqué aussi dans les organisations opales. Notamment quand j'étais à Lyon, j'ai mis en place ce qu'on appelle les lunchs Laloux, parce que je suis très impliqué très inspiré par les travaux de Frédéric Laloux, qui a écrit Reinventing Organizations, un livre que je vous recommande, vraiment fantastique, qui explique comment certaines boîtes ont réussi à fonctionner complètement différemment. Et les trois piliers des organisations opales, c'est d'avoir une raison d'être qui évolue dans le temps, mais une raison d'être forte, et les gens ils sont là pour la raison d'être. Ils sont là pour ça et pas pour le salaire. Il y a une auto-organisation, une auto-gouvernance, c'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas un boss qui décide de tout, ou des managers, mais vraiment, il y a vraiment une démocratie interne. Et puis, il y a la question de l'authenticité, ils appellent ça wholeness en anglais. C'est à la fois la plénitude, être soi-même, être authentique, où vraiment chaque salarié est invité à vraiment être soi-même, voilà, à oser parler librement, dire ce qu'il pense et pas... Moi je l'ai vu dans les entreprises, c'est vrai qu'on sent que dire ce qu'on pense c'est pas toujours bienvenu si on veut garder son boulot. Et voilà, c'est un vrai problème. Et du coup ces organisations opales ou entreprises libérées, elles ont plusieurs noms. Ça c'est intéressant parce que justement les entreprises ont besoin, sont vraiment un facteur clé pour ce changement. Donc si on amène de la conscience et de l'intelligence dans ces entreprises, elles vont pouvoir jouer un rôle moteur au service de la vie plutôt qu'au service de rentrer dans le mur. Voilà. Et puis le quatrième pôle, c'est le pôle de l'innovation démocratique, qui me tient particulièrement à cœur. C'est là que j'étais peut-être le plus impliqué, je sais pas. Ça touche la gouvernance partagée, l'intelligence collective. On a les outils démocratiques comme la Convention citoyenne. Dragon Dreaming, c'est une méthode de gestion de projet collaboratif dans lequel je suis très impliqué depuis 2011. Vous voyez, et tout ce que je viens de vous décrire, c'est au service justement de cette transition citoyenne, de cette insurrection démocratique des citoyens et du changement de cap, de reprendre la main dans le cockpit au service du changement de cap. Donc j'étais content, c'est quand même pas mal comme prise de conscience, vous trouvez pas? C'est comme si tous les éléments de ma vie s'étaient articulés, où maintenant je comprends le sens profond. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, et je terminerai cette vidéo là-dessus, c'est que je pense que c'est important d'avoir une vision globale, ça c'est sûr, mais c'est important d'agir au niveau local. Parce que c'est au niveau local qu'on a le plus d'impact, le plus de possibilités d'action, de travailler avec les gens qui sont là. D'autant plus qu'on a invité à de moins en moins à se déplacer pour des raisons carbonées, climatiques. Du coup, agissons local. Et du coup, moi, c'est ce que je veux faire dans le Haut-Bugey, même si c'est pas le coin le plus dynamique en alternative du monde. Mais voilà, j'y crois. Si tu es du Haut-Bugey, je crois en toi. On peut y arriver, on n'a pas besoin d'être des milliers. Il suffit d'être une petite équipe bien déterminée, on peut faire déjà énormément de choses. Et du coup, voilà, je rêve d'impulser une dynamique de transition sur mon territoire du Haut-Bugey. Voilà, en ce moment, c'est ce qui m'anime le plus. Alors, j'œuvre beaucoup avec ma compagne, Émilie, que je salue, que j'embrasse. Et c'est vrai que c'est chouette d'être à deux. Mais c'est vrai qu'on a besoin de... Donc, on s'implique. On remercie ceux qui ont créé le groupe local Colibri avant que j'arrive, parce qu'on a repris un peu ce groupe était un peu dormant, le groupe local, mais via le groupe Colibri local, on a déjà une base de mails, on a déjà 250 mails de gens qui sont intéressés par toutes ces questions.
Et à partir de là, moi j'essaie vraiment sur mon territoire de repérer un peu tous ceux qui font, toutes les assos qui font des trucs, les acteurs politiques qui sont vraiment ouverts d'esprit, les acteurs économiques aussi, et les citoyens et toutes les bonnes âmes qui ont pris conscience de tout ça, qui ont envie d'agir. J'essaie de les retrouver, j'essaie de les repérer et j'essaie de les fédérer pour qu'ensemble on se retrouve et qu'on organise ce grand forum citoyen où chacun dit ce qui l'anime, des projets qui l'intéressent, qu'est-ce qu'on a envie de faire, etc. etc. et qu'on impulse une dynamique locale. Et si cette dynamique locale peut inspirer d'autres territoires, c'est génial. D'ailleurs, moi j'aime bien aussi être inspiré par d'autres territoires. Je citerai le projet Terra le projet Terra qui est un des plus inspirants de France pour moi. Hein. Ils sont en train de créer un espèce d'écosystème avec une économie, avec une vision économique, une vision environnementale. Je vous recommande vraiment Frédéric Bosquet et toute son équipe là-bas à Terra. Je crois que c'est tous ensemble pour un revenu d'autonomie, Terra. Et c'est dans le Lot-et-Garonne. Voilà. Vous pourrez aller voir, je mettrai les liens dans la description de cette vidéo. Voilà, moi ça m'inspire beaucoup. Et puis voilà, donc j'envoie ce message, hein, si ça vous parle cette vidéo, contactez-moi. Moi, ça me fait toujours plaisir de parler avec des gens qui résonnent avec ce que je dis. Et puis si vous êtes du haut budget et motivé, vraiment venez vers moi le plus vite possible. Et puis allons-y, ne perdons pas de temps, hein, c'est la rentrée. Il y a plein de choses à faire. Moi avec Émilie, on a un projet de tiers-lieu, on rêve de créer un tiers-lieu dans le haut budget. Mais s'il y a un projet d'écolieu, on sera ravis aussi. Un projet de ressourcerie, ça serait fantastique. Une épicerie collaborative. La monnaie libre, pourquoi pas une monnaie locale aussi. Voilà, moi je rêve de plein de choses. Donc merci à tous, c'était chouette d'échanger avec vous. Et puis je serai ravi de refaire une vidéo prochainement. Et puis en attendant, prenez soin de vous. Ciao.